Bon, nous avons la chance de commencer cet après-midi avec l'éminent Thomas Bourgeron, que je présente pas dans sa globalité parce que tout le monde le connaît, professeur, directeur de l'unité génétique à à l'Institut Pasteur. Et surtout, ce que je tiens à dire et qui est assez exceptionnel, c'est que malgré son emploi du temps très chargé, Thomas, quand il vient à un colloque, il passe toute la journée au colloque, il échange avec les intervenants et il l'a dit lui-même, il se nourrit des échanges qu'il peut avoir lors de ce colloque. Donc voilà, appréciez bien ce très beau propos et profitez-en. Merci. Écoutez, merci beaucoup, Shams. Merci pour l'invitation. C'est toujours super de pouvoir partager nos résultats. Donc j'ai intitulé, c'est vrai, je suis super bavard, donc je ne sais plus combien de slides, de diapositives, et je vais essayer d'aller le moins vite possible, mais en tout cas tout est disponible sur mon site si vous voulez avoir plus d'informations. Donc en gros, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Oups, ok. La première question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des gènes impliqués dans le cerveau? Ok, super. Donc, des fois, je me demande, pas moi, mais j'ai l'impression que des fois, on a l'impression qu'en tout cas en France, que ça s'arrête là, les gènes, qu'il n'y a aucun problème pour dire, tiens, il y a des gènes impliqués dans le cœur, dans le foie, dans le rein, tout ça. Mais dans le cerveau, pour des raisons multiples, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas une seule mutation, il y en a plusieurs. L'environnement joue un rôle important. Dans le cœur aussi, hein. Je vous l'assure que c'est hyper important, l'environnement pour le cœur, pour le foie, le rein. Donc le cerveau est c'est vrai, un peu particulier, mais il y a des gènes dans le cerveau. Donc, comme Shams l'a dit, mon laboratoire il est à l'Institut Pasteur. Mais en fait, la porte du labo, elle est à l'hôpital. Elle est dans le service en particulier de Robert Debré. Et je vais vous parler un peu de l'Institut du cerveau de l'enfant. Donc ça, c'est ce qu'on fait à Paris. Et puis, en fait, on a quand même beaucoup de travail avec les projets européens qui nous financent, parce qu'on a un peu de mal à être financé. Mais en tout cas, en Europe, ils trouvent que ce qu'on fait est plutôt bien. Et on a bossé avec des gens vraiment super, vous allez voir, qui regardent l'autisme par plusieurs facettes. Et une facette qu'on avait un peu oubliée, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce projet que j'ai appelé R2D2, R2D2 pour risque, résilience et diversité développementale dans la santé mentale. On avait oublié les personnes autistes et les familles. Et donc, on fait beaucoup dans R2D2, si j'ai le temps, je vous parlerai, de la recherche participative. Et en particulier, on travaille au TOP, vous allez voir, avec des personnes autistes et des personnes TDAH un peu en Europe. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait à l'Institut du Robert Debré du cerveau de l'enfant, et puis un peu de R2D2, si j'ai le temps. Donc ça, c'est un peu la façon dont on voit les choses. C'est ici, là, un peu identifié. On pense que d'identifier les causes de l'autisme ou de la neurodiversité, c'est quand même important pour après comprendre et ensuite, s'il faut, intervenir. Donc, à gauche, vous avez un gène. À droite, vous avez l'autisme. Et évidemment, il n'y a pas un gène qui va faire tout l'autisme, d'accord ? Mais on va voir que quelquefois, il y a quand même une très grosse contribution de la génétique. Donc, les gènes, là, je vais vous faire un cours de génétique. On est quoi ? On est samedi matin, samedi après-midi. Samedi après-midi. Ça code des fois pour des protéines. Après les protéines, elles vont faire peut-être des petites connexions dans votre cerveau. Ces neurones vont se connecter et ça va faire des réseaux, et c'est pour ça que vous allez un peu vous rappeler de ce que je vous ai dit demain. Ces variations génétiques qu'on peut avoir dans notre génome, vous allez connaître tout ça, elles vont jouer évidemment sur l'autisme, mais en fait, ce qui pour moi est le plus important, c'est pas que l'autisme, c'est vraiment
toutes les conditions qu'il peut y avoir, comme l'épilepsie, comme la cognition, l'anxiété, la motricité, l'hyperactivité. Et quand on travaille avec les personnes autistes, elles nous disent qu'en fait, bon, l'autisme, ok, c'est super, mais il y a aussi des aspects hyper importants, la sensorialité, l'hyperactivité. Et au quotidien, c'est peut-être ça qu'il faut regarder plutôt que l'autisme. Donc toute cette partie-là, c'est super important parce que, et là, ça a été très très bien dit ce matin, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment besoin d'aide médicale et qu'on a besoin, donc j'adore la neurodiversité, mais dans cette neurodiversité, il y a aussi des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et évidemment, donc je suis plutôt un généticien comme garçon, mais il n'y a pas que les gènes. Les gènes sont dans un contexte et ce contexte, il varie totalement au cours de votre vie. Quand vous étiez bébé, quand vous étiez enfant, avec des copains, les copines, quand il peut y en avoir, les collègues de bureau et tout ça. Donc, on a très peu de données sur ce contexte, et c'est une des choses qu'on a envie de faire. Voilà. Pour la petite histoire, Contexte, c'est un projet que j'ai déposé en France et qui n'a pas été retenu, mais on continue à le faire. L'accès au diagnostic, donc ça a été un peu mentionné ce matin, on est assez mauvais pour repérer les personnes autistes, et Francesca Appé et son postdoc qui ont fait une revue récente là, où en fait ils estiment que chez les, je sais pas si je vois les trucs, chez les personnes entre 0 et 19 ans, on est plutôt, donc en vert, c'est les personnes qui sont actuellement diagnostiquées, et en orange, celles qu'on pense elles peuvent avoir un diagnostic d'autisme, mais elles n'ont pas été diagnostiquées. Et vous voyez que chez les 0-19 ans, on est plutôt pas mal, on diagnostique quasiment toutes les personnes, enfin on a encore quand même 20% de pas diagnostiqués. Mais après, ça devient catastrophique. Et puis donc pour les personnes de mon âge, quoi, c'est catastrophique. Il y a très très peu de diagnostics. Donc ça, c'est quand même un point important. Et après, il y a l'accès au diagnostic génétique. Donc on a un projet qu'on est en train de faire pour tous les âges, hein, avec Boris et Mylène, là, qui sont super. On a eu un partenariat avec John Bost, et on va essayer d'aligner le parcours de soins et le parcours de recherche pour pas que ces deux mondes soient complètement, tiens, toi tu fais de la recherche, moi je fais du soin, ou je fais de l'éducation. Donc on est ensemble, parce que c'est hyper complexe, donc si on n'est pas ensemble, ça va être compliqué de faire des choses. Donc on fait un pilote pour essayer de voir combien de diagnostics on va faire, quel est l'impact des gènes sur la vie au quotidien de ces personnes dans ces centres. Donc pourquoi faire des analyses génétiques ? Il y a plein de raisons, mais je pense que là, la personne qui va intervenir après moi va dire les choses beaucoup mieux que moi. Et donc, moi, je peux juste te dire que je pense que si on ne comprend pas la cause, et si on n'a pas une connaissance de ce début de l'autisme, on va avoir du mal quand même à comprendre et à intervenir. Mais je pense que la personne qui va parler après moi va en parler beaucoup mieux que moi. Le génome humain, donc ça, pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence, ils connaissent tout. Non, bon. Donc je vais faire un petit rappel. On a plein de façons de voir le génome, et voilà, ma vie. C'est ça à peu près. Donc je regarde. Avant, je regardais ça. Maintenant, je regarde l'étudiant qui regarde ça. Mais non, c'est vrai, je continue à regarder le génome. Et donc, c'est à peu près 3 milliards de lettres ATGC. Donc ça, c'est super simple, c'est 4 lettres. Et la différence entre vous et moi, c'est ça. Donc c'est une lettre toutes les 1000 lettres. Donc vous voyez qu'on est hyper frères et sœurs. Mais des fois, il y a des petites variations. Donc faites le calcul. 3 milliards de lettres, une lettre toutes les 1000 lettres, qui est différente. Donc c'est entre vous et moi, on a à peu près 3 à 4 millions de variants. Ça va ? Donc on appelle, si vous voulez, briller en société. Tiens, tu as 3 millions de SNP différents entre toi et moi. Des polymorphismes de simples nucléotides. Puis des fois, on a des trucs un peu plus importants, qui sont, par exemple, ce garçon ici, il a perdu 5 millions de lettres. Et là, vous avez tous les gènes qu'il a perdus. Il a plus qu'une copie, donc vous avez 2 copies, une de votre papa, une de votre maman. Et là, il a perdu des copies soit de son papa, soit de sa maman. Et là, c'est un autiste qui a gagné, lui, 1 million de lettres.
Et des fois, c'est pas extraordinaire d'avoir trop de gènes. On le voit dans la trisomie 21 où il peut y avoir des difficultés cognitives. Et donc là, c'est pareil. Donc je dis toujours que il y a des variants que j'ai vert là où ça fait rien. Vous avez un variant, vous avez un C, moi j'ai un T, ça fait pas de différence. Il y a des variants où ça va faire des petites différences, puis des fois ça va faire des grandes différences. Donc si on résume les choses, j'ai écrit ce papier il y a 10 ans, mais il est toujours vrai. Il y a vraiment des formes d'autisme différentes au niveau génétique. Donc des fois, vous allez voir, une seule mutation et vous avez un autisme. Donc vous voyez, des fois c'est très très simple. Et pour ces gènes-là, on connaît maintenant 1800 gènes à peu près qui sont bien définis, où on a plusieurs familles, plusieurs enfants ou adultes qui ont ces mutations. Et on les connaît de mieux en mieux et ça avance, on a de plus en plus de gènes. Et puis après, il y a de l'autre côté, où là on connaît un peu moins les choses, c'est combien on a de variants entre vous et moi ? 3 millions, merci. Et donc on pense qu'il y a à peu près 10 000 variantes qui sont différentes entre vous et moi, et qui vont être plus ou moins, qui vont vous donner peut-être un peu plus de probabilité d'être autiste ou pas. Donc, ça peut être un peu présent chez les parents, et ça peut être un peu sous-clinique, et puis ça va s'accumuler chez l'enfant, et là, il va y avoir un diagnostic d'autisme. Ça va ? Et ces variants, donc là, on les identifie par des grandes études. Ils peuvent être impliqués dans l'autisme, ils peuvent être aussi impliqués dans le QI. Donc de dire en France qu'il y a des variations génétiques qui donnent le QI, qui changent le QI, je me fais flinguer, mais ça existe. On avait publié il y a quelques années qu'il y avait aussi notre capacité à lire les émotions dans les yeux de l'autre était un peu, il y avait une part génétique qui pouvait contribuer à des difficultés chez certaines personnes. Donc voilà, c'est tous les gens qui bossent dans l'équipe, et donc c'est des cultures différentes entre les gens qui travaillent vraiment sur les aspects monogéniques, donc c'est plutôt les cliniciens, et puis là, il y a des gens qui sont plutôt dans les stats, et au laboratoire, on a les deux types d'expertise. Donc, la génétique de l'autisme, ça serait super simple si c'était papa comme ça, maman comme ça, et l'enfant comme ça. Mais des fois, c'est simple. C'est simple. En tout cas, et donc il y a 20 ans, j'ai identifié ces premiers gènes impliqués dans l'autisme. Et à l'époque, on pensait que c'était il y avait plein de gènes, c'était compliqué. Et là, on a trouvé une famille. Donc, juste pour vous donner un peu ce garçon, il est donc en génétique, les garçons c'est des carrés et les filles c'est des ronds. Donc, voilà. Donc c'est un garçon autiste qui est minimal verbal et typiquement autiste. Et par contre, son frère, lui, avait ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger. Il voulait être infirmier, après il voulait être chauffeur de taxi. Il connaît toutes les rues de Göteborg, il est en Suède, il peut les dessiner. Et ces deux garçons, vous voyez, ils ont un frère neurotypique. Là, normalement, vous avez T, T, T. Et là, vous avez T, 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 T. Un T supplémentaire, juste sur 3 milliards de lettres. Ça fait que la protéine qui est codée par le gène va être plus petite. Et ça va faire que les synapses, les liens entre les neurones vont être un peu différents. Ça va ? Merci. Donc, j'ai identifié ça en 2003. Le jour où le papier est sorti, Bush a bombardé l'Irak, et donc personne ne s'est vraiment très intéressé à mon gène. Mais bon, j'ai continué. Et donc, on a identifié après quelques années SHANK3, où là, SHANK3, c'était encore plus étonnant, parce que là, c'est deux garçons. Là, c'est un G supplémentaire, de nouveau une seule lettre, et qui fait que ces deux enfants n'avaient quasiment pas de langage, très très déficitaire. Et là, c'est une famille avec une petite fille qui a perdu ce gène SHANK3, et elle a quasiment pas de langage, elle a une déficience intellectuelle. Et par contre, son frère, lui, il a 3 copies du gène SHANK3. Normalement, vous en avez 2. Le papa a une translocation, donc c'est pour ça qu'il a 3 copies de SHANK3. Et ce garçon, il a appris le langage de façon précoce, mais il a des gros problèmes d'interaction sociale. Et ce garçon, il avait 16 ans quand j'ai identifié la mutation. Donc là, je l'ai vu, il a 31 ans, je crois, ou même peut-être. Ouais, en tout cas, il est incroyable. Mais pour lui, ça a été très important d'avoir le diagnostic et d'avoir aussi le diagnostic génétique. Voilà, ça, c'est les gens qui bossent.
À l'époque, on était 3 au labo. Il y avait Hélène qui était technicienne et Stéphane qui était étudiant en thèse. Vous voyez qu'ils ont fait d'autres choses que de trouver des jeunes impliqués dans l'autisme. Et ça, c'est Christelle, qui est une étudiante en thèse. C'est des gens qui sont merveilleux. Donc, et c'est eux qui font la recherche. Après Chang 3, avec d'autres étudiants merveilleux aussi, et avec Richard, le beau Richard, on a trouvé Chang 2, Chang 1, donc c'est des protéines qui se ressemblent. Et là, vous voyez, là, c'est les traits autistiques. Plus vous avez un score élevé, plus vous avez des problèmes d'interaction sociale, de communication verbale, non verbale, ou des intérêts restreints répétitifs. Et donc, vous voyez que les personnes mutées dans Chang 1 sont avec des QI tout à fait dans la norme. Chang 2, c'est un peu intermédiaire. Et malheureusement, Chang 3, les patients sont très, très déficitaires. Donc là, vous voyez qu'un gène différent, ça va changer un peu les aptitudes cognitives. On est revenu aux patients. On a essayé de comprendre un peu mieux. Je ne vais pas détailler les choses, mais ce qui est important, c'est que maintenant, il y a une fondation qui s'est créée. Donc, la maman, elle est incroyable. Le papa, c'est deux personnes, deux familles différentes qui sont en train de collecter des informations. Enfin, ils sont incroyables. Et Chang 3, de nouveau, on est allé voir les patients. Il y a une hypotonie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez lire les papiers si ça vous intéresse. Et de nouveau, il y a eu une fondation qui s'est créée avec des gens incroyables en France, aux États-Unis. Et là, récemment, on a fait un guideline pour les familles et pour les professionnels, les médecins qui ne connaissent pas bien ces syndromes génétiques. Et donc, on a fait un guideline européen avec les personnes concernées, avec les familles qui sont concernées par ce syndrome. Là, ça va être horrible parce que je vais voir les gens empaillés. En fait, je me suis rendu compte en mettant la photo. Mais parce que ça marche à tous les coups. Ça, c'est une autre découverte qu'on avait faite il y a quelques années. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont des enfants, c'est le cycle veille-sommeil d'un bébé, les 26 premières semaines, donc, et en noir quand il dort et en blanc quand il ne dort pas. Donc, pour tous ceux qui ont été parents, vous savez que cette période-là est compliquée. Celle-là est même pire, je trouve, parce qu'en fait, ils dorment pas, mais pas le jour et la nuit. Donc, ils sont un peu en free running comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en libre cours. Et puis, un jour, magique, l'enfant dort, les parents aussi, voilà, et puis ils ne dorment pas. Voilà. Et ça se cycle. Et donc, une des molécules, donc qu'est-ce qui se passe ? Les scientifiques, ils veulent savoir pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe là. Et donc, on sait qu'un des signaux, c'est la mélatonine, qui est une hormone assez bien connue. Et donc, c'est 2 gènes qui font cette molécule. Et donc, avec Annie, on a même cristallisé, vous voyez, elle est super jolie, c'est la première fois qu'on cristallisait une protéine de la mélatonine, enfin de la synthèse. Et avec Jonas, qui est un postdoc suédois, il a trouvé, vous voyez, c'est un enfant autiste qui, normalement, vous avez la bonne synthèse de mélatonine. Et là, cet enfant a quasiment pas de mélatonine. Et son papa est muté aussi, mais il n'a pas de mélatonine. Donc, vous voyez que ce n'est pas le fait de ne pas avoir de mélatonine qui est un problème. Enfin, ça ne vous donne pas l'autisme d'emblée, mais par contre, ça peut faire que vous avez peut-être des petits problèmes de sommeil, de cycle circadien, veille-nuit, et que ça peut surtout quand les mômes sont bébés, s'ils n'arrivent pas à faire leur rythme, c'est compliqué. Donc, il y a plein de gens qui ont regardé le sommeil, et donc ils ont vu que, en fait, effectivement, les personnes autistes avaient certaines, en tout cas, avaient ces free running, là, ce libre cours. Ils n'étaient pas bien cyclés et certains ont utilisé la mélatonine qui régule un peu les choses. Donc ça fonctionne dans certains cas. Et ça, c'est un exemple, par exemple, quand j'ai commencé ce travail, j'ai dit à mes collègues chercheurs, vous avez regardé le sommeil des personnes autistes ? Et là, ils m'ont dit, ah non, ils n'ont pas de problème de sommeil. Là, je dis, c'est pas vraiment les échos que j'ai, tout ça. Non, ils sont autistes. Et là, j'ai compris que d'être autiste, ça vous protégeait de plein de choses. C'est-à-dire que vous n'avez jamais de caries. Si vous criez, c'est parce que vous êtes autiste, mais ce n'est pas parce que vous avez mal aux dents et tout ça. Et là, je me suis dit, OK, là je crois qu'on a un problème. C'est que de ne pas prendre en compte les choses les plus simples, c'est quand même un gros problème. Voilà, donc voilà, juste. Et donc, on se bat pour qu'il y ait une reconnaissance que les personnes autistes, oui, peuvent avoir des problèmes de sommeil. Ce n'est peut-être pas des problèmes de sommeil bien définis, mais ils ont des problèmes de sommeil
et il faut prendre ça en compte. Voilà, et donc Richard a mis en place, avec Corentin et Samuel Cortez, ils ont fait un gros papier récent, là, il n'y a pas très très peu de temps, là, où ils ont évalué un peu toutes les approches, et la mélatonine fonctionne quand même pas mal pour le sommeil. Ça n'a pas vraiment d'effet sur les traits autistiques ou sur mais sur le sommeil, ça fonctionne, et donc il faut quand même... et c'est pas mal le sommeil déjà. Voilà, donc c'est une façon de voir un peu les choses. Donc je dis toujours que, pour ceux qui savent, il y a des alcools forts et des alcools moins forts, pour ceux qui savent, et pour les jeunes qui ne savent pas. Voilà. Et vous vous rappelez de quelle est la quantité et la qualité de l'alcool le lendemain. Eh bien, c'est pareil pour les mutations. Donc, il y a des mutations assez fortes, des mutations un peu plus faibles. Et là, si cette dame s'arrête de chanter, vous allez tout de suite entendre la différence. D'accord ? Par contre, si lui s'arrête de jouer, sauf si vous avez des oreilles de dingue, mais vous n'allez peut-être pas entendre la différence. Par contre, si tout cela s'arrête de jouer de la musique, là, vous allez commencer à entendre la différence. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est Madame Chang 3, où là... Quand ce gène est muté, on voit tout de suite la différence. Par contre, elle n'est pas toute seule. Il y a plein de gens qui jouent. C'est un peu comme ces points, d'accord, les petits pointillés. Si vous enlevez un petit point, vous voyez toujours la tour Eiffel. Si vous enlevez une petite goutte, vous voyez toujours la vague. Et collectivement, ils sont super importants. Ça va ? Ok, je vois que je suis hyper en retard, mais voilà. Donc, le dernier papier qu'on a sorti, on l'a sorti avec, vous voyez, il y a des gens qui font de l'image, il y a le héros de Marie-Maud, Jonathan Green, il y a Steph, qui est une personne autiste, et donc on a fait cette revue, dans une revue très, très sérieuse, avec ces gens. On a pu faire un peu le tour de ce qui était connu sur ces formes un peu monogéniques de l'autisme. Donc ça touche la régulation des gènes, ça touche, je vous ai dit, les synapses. Et maintenant, avec une nouvelle étude qu'on a faite, on peut voir, donc plus le cercle est grand, plus la probabilité d'être autiste quand on est muté dans ce gène est grande. Ça va ? Donc maintenant, on commence un peu à voir un peu plus précisément que juste un gène impliqué dans l'autisme. Et puis ces joueurs, ces musiciens, là, ces variations qui sont dans la salle, hein, qui sont présentes dans la population génétique, eh bien... les variations qui jouent pour l'autisme, en fait, elles jouent aussi pour le TDAH. Donc, en fait, on a beaucoup de variations qui sont communes entre l'autisme et le TDAH sur malheureusement l'anxiété et sur la dépression. Donc, c'est probablement ce terrain-là qui rend certaines personnes en difficulté. Voilà, si vous avez un gène préféré, je sais pas, vous pouvez taper son nom dans GeneTrek, vous verrez s'il est impliqué dans l'autisme. Vous pouvez aller sur son génome, vous pouvez aller voir s'il est impliqué dans l'autisme, pourquoi il est impliqué dans l'autisme. Vous pouvez voir où est-ce qu'il est exprimé dans le cerveau, donc c'est un site qu'on a fait. Donc les rendus diagnostiques, actuellement, il y a une énorme étude qui a été faite aux États-Unis où ils disent qu'il y a à peu près maintenant de rendus donc aux familles, c'est à peu près 9% dans l'autisme. Et nous, on a du génome, on a fait, et puis on a plus de connaissances sur les gènes maintenant parce que le papier n'est pas encore publié, et on arrive à peu près à 13% de rendu. Mais l'étude américaine a montré que plus vous avez de co-occurrences médicales comme de la déficience intellectuelle, de l'épilepsie, plus vous avez à peu près 3 fois plus de chances d'avoir un rendu génétique. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Dans l'autisme, sans déficience intellectuelle, on est à peu près à 9%. Et quand on a une personne avec autisme et déficience intellectuelle, maintenant on arrive à peu près à 30% de rendu génétique. Pour la déficience intellectuelle sans autisme, qui souvent sont des enfants ou des personnes beaucoup plus sévèrement atteintes, on a à peu près 40% maintenant, voire 50% de diagnostic génétique. Donc quand on n'a pas trouvé de forme génétique, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être une autre forme d'autisme qui n'est pas génétique ? Et là, oui, ça peut être. On connaît très très bien le cas des enfants dont les mères ont pris du valproate, de la dépakine pendant la grossesse. Il y a peut-être aussi pour ces enfants un terrain génétique, mais en tout cas, d'avoir pris de la dépakine, ça a déclenché quelque chose. Est-ce qu'on a un peu... Enfin, on a des connaissances un peu sur ces gènes là, très très forts. Par contre, sur les gènes qui sont un peu moins forts et qui probablement sont beaucoup plus
qui rentrent en jeu dans l'autisme sans déficience intellectuelle, là, on est quand même pas encore bon. Donc, on doit faire des modèles, il y a des gènes inconnus, des polygénies, et puis aussi des régions du génome qu'on n'a pas encore regardées. Et il y a une très jolie étude de Christelle qui vient de sortir, où elle a regardé un gène que personne ne regardait, qui ne code même pas pour une protéine, et elle a trouvé que c'était à peu près 1% des personnes avec déficience intellectuelle dans le monde. Donc, c'est énorme. Donc, voilà, il peut y avoir cette découverte-là. Donc, on fait des choses au niveau européen pour qu'on puisse avancer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avec les personnes autistes. Là, il y a Roderick. On le fait avec des personnes qui sont des familles. On a plusieurs centres européens qui collaborent. Et on a fait, avec les personnes autistes et les familles, on a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on collecte aussi comme données. Et donc, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez, le papier est publié, et vous pouvez voir un peu quelles sont les données qu'on va collecter en plus du génome. Et le consentement éclairé a été rédigé avec les familles et avec les personnes autistes pour que ces personnes soient recontactables pour des essais cliniques. Et ça, c'est quand même l'avenir de notre domaine. Voilà, identifier, comprendre, intervenir. Si j'ai un peu de temps, je voudrais juste vous montrer quelques souris, parce que sinon je vais me faire engueuler par certains. Donc quand on a trouvé un gène, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une petite souris qui est mutée dans ce gène. Donc c'est ce qu'on a fait. Ici c'est la souris, ici c'est Elodie. Et donc ce qu'elle a fait, c'est ça c'est une petite souris qui est dans une bassine. Si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, c'est voilà, passionnant. Et là, c'est une souris qui est mutée dans SHANK2, dans un des gènes qu'on a identifié. Donc vous allez voir assez rapidement. Donc je dis toujours que si cette souris arrive à l'hôpital, elle va directement voir le spécialiste de TDAH sans passer par le spécialiste de l'autisme. Après, on a fait d'autres tests. Ça, c'est un mâle. Et on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Voilà, c'est ce qu'on fait à Pasteur. Donc si vous n'avez jamais vu un mâle et une femelle en chaleur dans une cage, c'est comme ça. Et ça, c'est le mâle SHANK2. Voilà, j'espère que vous voyez la différence, en tout cas. Donc ça, quand on a trouvé ça, il y a plus de 10 ans maintenant, on a quand même été surpris qu'un gène, quand on le supprime d'une souris, donc après on a fait plein de tests, on a des tests sur la motivation sociale. Vous allez voir, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, vous voyez. Enfin, c'est pas comme l'autre. Hein. Et donc, Elodie, qui était une éthologiste, elle voulait comprendre ce qui se passe, mais là, elle était avec les vidéos, elle mesurait, tout ça. Donc, vous voyez, il va la suivre. Donc, voilà, on a plein de... Et un jour, elle a rencontré Fabrice à la cantine de Pasteur. Et lui, il connaissait rien aux souris, mais par contre, il était super bon en images. Et donc, elle lui a dit, moi j'étais là, hein, je veux savoir tout ce qu'elles font la journée, tout ça. Et lui, si vous le connaissez, il a dit oui, c'est possible. Mais ça nous a pris quand même 8 ans, à peu près, à faire ça. Donc là, vous faites ça, comme ça. Et tout ce que font les souris, c'est envoyé dans une base de données. Donc ça s'appelle le Live Mouse Tracker. Donc on s'est même mis à la place des souris, d'accord, pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, d'être dans une... voilà. Donc, on n'a pas mis une petite caméra sur les souris, hein, c'est juste de la reconstruction d'images. Mais c'est pour essayer de comprendre leur perspective. On a fait une feuille Ikea, vous pouvez même faire votre système chez vous si vous voulez. Donc maintenant, il y a plus de 80 laboratoires qui l'utilisent. Il y a des gens qui sont très sérieux, qui testent des médicaments pour essayer de voir sur l'X fragile, par exemple, s'ils ont des effets. Maintenant, on peut tester les souris, on peut savoir exactement ce qu'elles font, et on peut les écouter, parce que vous ne savez peut-être pas, mais les souris vocalisent, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a mis 2 mâles pendant une nuit, donc ils sont actifs la nuit, les souris. Donc voilà, 2 mâles, une nuit, un jour, une nuit, un jour. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un petit peu de vocalisation, on met un bleu. Et ça, c'est 2 femelles. Donc on a été super surpris. En tout cas, on a été étonnés et on ne travaille plus du tout sur les mâles, vous imaginez. Donc vous voyez qu'il y a des différences quand même. Là, c'était à 5 semaines, 3 mois, 7 mois, les mâles vocalisent pas du tout, les filles vocalisent. Et en plus, les mâles, on s'est rendu compte qu'ils vocalisaient surtout quand ils étaient seuls.
Et les filles, les femelles vocalisaient plutôt quand elles étaient en groupe. Donc c'est des vocalisations complètement différentes. On est en train, donc vous ne moquez pas de moi, mais on est en train de sous-titrer les films maintenant, où on essaye de comprendre quel est le comportement, est-ce qu'il y a un comportement qui est associé aux vocalisations. Et cette petite souris ici, elle a ce toilettage excessif. On a pu montrer que c'était le striatum. Et donc on essaye maintenant d'essayer de comprendre comment on peut améliorer ça. Voilà, on a fait des cellules. Donc ça, je vous résume de nouveau 50 boulots, mais c'est des enfants donc, qui sont mutés dans Shang 3. Et on a pris des petits morceaux de peau, on les a dérivés en neurones. Alexandra a criblé 205 molécules et elle a trouvé que le lithium boostait l'expression du gène. C'est-à-dire que vous avez 2 gènes. Là, les enfants, ils ont perdu un gène. Et ben, on arrive à restaurer un peu l'expression du gène qui reste. Je l'ai dit à Tobias, il a regardé ça sur des neurones, il a vu que c'était pareil. Il y a une Gina Torrigiano aux États-Unis qui a fait cette étude, qui a pris nos résultats, et elle a trouvé que ça baissait le toilettage excessif des souris. Donc, je dis toujours qu'on est une époque extraordinaire pour être une souris. C'est-à-dire qu'on est soigné quasiment de tout, mais chez l'homme, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc on a fait un test, on a fait un essai clinique avec Anna, Anne-Claude et Richard. On a 22 enfants qui ont été inclus dans l'ISFEM. On a essayé de baisser les doses de lithium, qui est quand même pas une molécule simple à étudier. Donc on est en train de regarder les résultats. Je pense qu'on a été sous-dosé en lithium, mais ça, je reviendrai une fois pour vous donner les résultats. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un institut en 2027. Il va y avoir de la génétique, mais pas que de la génétique, heureusement. Il va y avoir de l'imagerie, de la clinique. Et surtout, on va essayer de décloisonner l'aspect médical et l'aspect éducatif, ce qui a été quand même très, très, très cloisonné en France. Voilà, Richard, j'imagine que vous le connaissez. Il a fait Clepsy, qui est une super ressource pour les familles. Voilà, et R2D2, je vais juste vous donner quelques lignes. C'est risque, résilience et diversité développementale. On travaille, donc ça c'est tous les chercheurs de R2D2. Vous voyez qu'il y a des adolescents, je vais revenir là-dessus. Donc c'est des 28 partenaires dans des pays européens. L'Estonie vient de nous rejoindre. En gros, on travaille sur 2 risques, sur la génétique, mais aussi la prématurité. On travaille avec les personnes. Et on a fait aussi on travaille beaucoup sur la communication parce qu'on sent que quand même il y a une stigmatisation des personnes et on a besoin de communiquer. Donc on fait ça avec des personnes adultes qui sont soit autistes, soit TDAH, soit parents d'un enfant autiste ou d'un enfant TDAH. Vous en reconnaissez peut-être dans le groupe. Hein. Il y a des jeunes adolescents qui sont incroyables. Alors évidemment, c'est des jeunes adolescents neurodiverses, mais qui parlent et qui parlent anglais. Donc c'est pas du tout une photo de toute la neurodiversité. C'est pour ça qu'on veut faire ça en France, pour qu'il y ait aussi donner la parole à des gens qui sont plus en difficulté. Voilà. Et les 3 étapes de la co-création, c'est se connaître, c'est ce qu'on fait, se collaborer, on collabore, et maintenant on va pouvoir co-créer des projets de recherche. Voilà, je vous passe tous les résultats, parce que là, j'ai trop. Mais on a fait des trucs bien. On a fait un guide pour les chercheurs pour mieux comprendre la neurodiversité. On a fait une application pour les familles pour essayer de mieux comprendre quand ces familles ont un enfant, qu'est-ce qui peut être positif aussi. Et Richard, très important. Prenez en photo Richard. Il recrute un psychologue ou une psychologue et donc allez sur son site ou je sais pas quoi et venez nous rejoindre. Voilà. Donc y a-t-il des gènes dans le cerveau humain? Oui, je pense. Mais par contre, c'est assez complexe et c'est un peu un petit orchestre. Et je finis toujours avec cette vision de Kaby Brooks, c'est une personne autiste. Et j'aime bien la façon dont elle dit les choses. Elle dit, c'est marrant, quand je discute avec des médecins ou des chercheurs, ils voient ma vie comme ça. Et c'est marrant parce que moi, je la vois comme ça, ma vie. Voilà. Et donc, je pense que c'est important qu'on ait ces chemins un peu différents. Voilà, j'ai fait un bouquin. L'argent va à la recherche sur l'autisme. J'ai filé mes droits d'auteur, donc si vous ne pensez pas que je vais avoir le fric. Et voilà. Et donc, il y a évidemment les bouquins de Temple, de Joseph. Et sur le t-shirt de cette petite fille, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Et donc voilà, c'est mon message. Merci.
Merci Thomas, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions à l'écrit, des questions un peu techniques. Donc on les enverra par mail et Thomas nous répondra. On va prendre une question du public. Avant, j'en ai quand même une. Je sais que tu as beaucoup raccourci ta présentation, mais sur la partie agir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a plus de 20 ans de recherche derrière. Le livre des gènes des synapses des autistes, il est excellent. Enfin, il est très facile de lecture. Donc, il est vraiment, tu l'as fait. Facile de lecture, je sais pas vraiment. Hein. Bon, ça là, va, t'es un peu gentil, mais il faut passer les passages et après. Et il y a cette partie agir que tu n'as pas développée, mais peut-être que tu peux dire quelques mots. Oui, bah, écoute, en tout cas, il y a deux. Enfin, ça a été très très bien dit ce matin, de nouveau. Il y a plusieurs façons d'agir. Il y a déjà de comprendre l'origine et les mécanismes. Ça nous a permis, par exemple, de trouver que le lithium pouvait peut-être améliorer des choses. On les teste, c'est long, je sais. Mais par contre, maintenant, on a des plateformes qui permettent de faire de plus en plus d'essais. On a un essai baclofen avec le projet européen. Enfin, on a les essais. Maintenant, je vois des essais cliniques arriver. Et ça, c'est quand même. Je pense que les pharma ont un peu du mal dans le trouble de neurodéveloppement, donc il faut les pousser un peu. Mais ça avance. Il n'y a pas que de la pharma. Il y a aussi toute l'innovation en termes de prise en charge et d'accompagnement éducatif. Et ça, je pense qu'on est en pleine. Le pacte, on parlait du pacte, qui est quand même. Jonathan Green a fait des choses de façon très, très scientifique. D'accord ? C'est compliqué, mais au moins, il faut s'évaluer. Et donc ça avance. Et après, il y a quand même d'avoir des environnements. Moi, j'ai une maman qui m'a beaucoup influencé, qui m'avait dit mais vous savez, si vous trouvez une pilule pour mon fils, demain, je pense que je l'utilise. Mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il a passé une bonne journée. Et donc là, on peut quand même un peu améliorer le quotidien des personnes, quoi. Dès maintenant. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre la recherche, quoi. Mais on bosse dessus, quoi. Merci Thomas. On va prendre 2 questions du public. La première ici et ensuite la dame derrière. Alors, bonjour. Bonjour. La question que j'ai, est-ce que vous travaillez avec Simon Baron-Cohen? Parce qu'il avait dit à un moment quelque chose qui est très intéressant sur l'autisme, c'est qu'un garçon autiste a 8 fois plus de chances d'être autiste qu'une femme. Et il disait en fait surtout que le cerveau masculin est plus systémique. Alors, et là, ma question est de savoir, est-ce que en quoi, en fait, quels sont ces... que veut-il dire par là en fait? Oui, tout à fait. Alors, oui, je travaille avec Simon Baron-Cohen parce qu'on a fait beaucoup de papiers ensemble et on se connaît très très bien. Et en plus, il avait un étudiant qui s'appelle Baron Warrior que j'étais son superviseur. Et c'est là où je vois que je vieillis parce que donc, lui, il est devenu vraiment un des plus grands généticiens de l'autisme. Donc on bosse beaucoup ensemble. Sur l'extrême, le cerveau masculin extrême, sur les difficultés qui seraient spécifiques à l'homme, aux garçons, tout ça. Donc on revient un peu là-dessus. Je pense qu'on a été assez mauvais pour diagnostiquer l'autisme chez les filles. Donc on est un peu meilleur. Et ça, je pense qu'il y a... Ce qu'on voit, nous, dans nos travaux, c'est que probablement, enfin, on le sait, il y a beaucoup de camouflage aussi de femmes qui n'ont pas eu le diagnostic. Donc, c'est plutôt maintenant, de l'ordre de 3 personnes autistes, garçons pour une personne. Et on a un peu moins d'écart. Il reste que, quand même, les garçons ont un peu plus de probabilité d'être autistes. Mais par contre, les femmes et les garçons, mais c'est surtout les femmes, qui camouflent leur autisme, ce qui a été montré, c'est qu'elles avaient beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de dépression. Et ça, c'est vraiment un message quand même que nos sociétés ne soient pas très, très inclusives. C'est-à-dire que s'il faut cacher son autisme et que c'est très, très énergivore, quoi. Donc ça donne des dépressions. Donc il faut aussi qu'on accepte un peu plus les diagnostics et qu'on le fasse mieux, quoi. Voilà. Après, je peux parler pendant 2 heures de garçons-filles. On a pas... Justement, je vais rebondir parce que moi, je suis concernée par l'autisme féminin. Je ne sais pas si j'ai un cerveau systémique ou pas systémique, mais voilà.
Et du coup, je vous aurais demandé, en fait, si justement cette recherche génétique, j'imagine que Schrank 2 n'est pas spécifiquement sur le chromosome Y. Ça peut être, et si finalement la génétique va pas aider au diagnostic de l'autisme féminin, plus systématiquement, quoi. En fait, pour ces formes très monogéniques, là, en fait, on a plus de filles que de garçons. Mais ça, de nouveau, là, il y a plein de gens qui vont parler après moi. Si vous voulez, on peut discuter après, parce que je peux parler vraiment pendant 2... Tu as dit que j'étais bavard, c'est vrai. Donc, si vous me lancez là-dedans, je ne vais pas laisser de place aux gens qui vont dire des choses super derrière moi. En tout cas, merci Thomas. Ce qu'il a dit est vrai. Il y a plein d'infos sur le site de l'Institut Pasteur. Moi, j'ai passé des heures à regarder les souris de Thomas, c'était passionnant. Le gène Trek aussi, vous pouvez mettre des gènes, effectivement, c'est super. Et des gènes, des synapses, des autismes, un super ouvrage. Merci beaucoup à Thomas Bourgeot.